Le dimanche 19 août 2018, au moins 100 mecs se sont rassemblés dans le parc Union Square de New York. Chacun des hommes présents pensait avoir un premier rendez-vous avec une femme qu'ils avaient rencontrée sur Tinder. Une fois sur place, tous se regardent, essayant de comprendre la situation. C'est là qu'ils ont compris qu'ils s'étaient tous fait piéger. Ils ont découvert qu'ils faisaient partie d'une expérience sociale et qu'ils allaient devoir rivaliser entre eux pour avoir un rendez-vous avec cette femme. C'est un événement auquel j'ai souvent fait référence dans les vidéos, et aujourd'hui, nous allons étudier ce cas plus en détail. Natacha Aponte, la femme responsable de ce rassemblement, semblait utiliser le même scénario avec tous les hommes. Elle leur disait qu'elle serait occupée par son travail et qu'elle les recontacterait sur son temps libre. Elle les a invités à un rendez-vous dans un parc populaire de New York en leur disant que la sortie aurait lieu, qu'il pleuve ou qu'il vente. Natacha avait intentionnellement suggéré aux hommes, lors des discussions, qu'une relation sexuelle était à envisager. Il n'en faut pas plus pour motiver la plupart des hommes. Peu de temps après que tout le monde se soit rassemblé, Aponte monte sur scène avec 2 gardes du corps. Elle prend un micro et elle s'adresse au groupe d'hommes confus. Elle commence son discours ainsi. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui ont été amenés ici pour avoir un rendez-vous avec moi. Je suis célibataire. La raison en est que les applications de rencontres sont très difficiles à utiliser et je me suis dit, bon, comment puis-je résoudre ce problème? Peut-être que je peux amener tout le monde ici en personne et voir comment cela se passe et résoudre ce problème une fois pour toutes. Ensuite, elle explique qu'elle souhaite organiser un concours pour ses prétendants et que le gagnant aura droit à un rendez-vous galant avec elle. Dans ce qui ressemble plus à un spectacle qu'à un rendez-vous Tinder, elle commence par disqualifier les hommes qui mesurent moins d'1,78 m, ceux qui s'appellent Jimmy, car elle déteste ce prénom, et ceux qui ont été quittés lors de leur dernière relation. La sélection initiale passée, Natacha Aponte réclame 30 pompes aux hommes encore en lice, demande une course à pied pour voir lesquels sont les plus rapides, puis leur demande de donner à chacun environ 1 minute pour exprimer leur motivation pour sortir avec elle. En cours de route, plusieurs prétendants abandonnent, mais un homme a fini par gagner le concours. Le but de cette opération est justement de dénoncer. Rob Bliss, le créateur de l'expérience, nous dit « J'espère que cette vidéo fera réagir les gens, notamment sur le fait qu'une certaine empathie fait défaut dans le domaine des rencontres. J'espère que ça nous apprendra à être moins méprisants, les uns avec les autres. » Natacha nous dit « Ce n'est pas parce que quelqu'un ne coche pas toutes les cases qu'il n'est pas attractif. C'est absurde. Non, de juger les gens sur des choses aussi futiles qu'un pantalon kaki, nous le savons. Pourtant, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Parfois, nous devons juste essayer de commencer une vraie conversation. Il s'agit d'une expérience sociale, sauf que les conséquences de cette expérience n'ont pas tardé à se faire sentir. Durant son discours, Natacha a dû ignorer plusieurs huées de la foule. Lors de son discours, un homme en colère exprime tout son dégoût pour l'expérience, puis qui se fait violemment expulser par la sécurité. Mais c'est aussi un sentiment de tristesse qui s'est fait ressentir parmi les participants. La vidéo de l'expérience s'est vue retirer l'espace commentaire avant d'être retirée du public, notamment à cause du retour de bâton de cette expérience qui a suscité beaucoup d'avis négatifs. Pour une expérience sociale, c'est un comble de vouloir restreindre l'opinion publique. Même si on peut s'accorder sur cette observation, on remarque que cette expérience en dit plus qu'elle ne le laisse entendre, et surtout, plus que ce que les organisateurs veulent bien en dire. N'avez-vous ce sentiment que l'on peut tirer d'autres leçons de cette expérience? Dans une société où il devient si difficile de rencontrer des femmes, cette expérience a juste rendu triste des hommes qui croyaient passer une bonne journée avec une femme. On aurait beau dire que c'est pour dénoncer les lois impitoyables du marché et du monde moderne, ça n'en change pas le fait qu'une fois l'expérience terminée, on aura bien renvoyé ces hommes rentrés chez eux seuls. Un de ces hommes s'appelle Amir Pleasance, un habitant du New Jersey, âgé de 21 ans, et raconte avoir matché sur Tinder avec Natacha Aponte dans le courant du mois de juin. Il échange quelques messages avec elle, mais le contact est soudainement rompu. À sa grande surprise, elle revient vers lui une semaine plus tard et lui propose un premier rendez-vous à Union Square, en plein cœur de l'île de Manhattan. Amir se laisse tenter. Le top modèle explique qu'un ami DJ se produit sur cette place et qu'elle souhaite prendre un verre dans le quartier après le set. Sans masquer son impatience, Amir lui répond « Je suis tellement excité, cela semble trop beau pour être vrai. Vous êtes absolument magnifique. » Il se rend sur place le dimanche et découvre qu'il y a des dizaines de personnes sur les lieux du rendez-vous. Il décrit la scène ainsi. Il y avait des gars avec des fleurs et des lettres, tout excités de la rencontrer. Leur visage était si triste quand elle a annoncé la vérité. La première chose que l'on remarque, c'est qu'une femme a invité une centaine d'hommes à un rendez-vous le même jour. Mais aurait-il pu en être autrement? Je veux dire, piéger des centaines de femmes
Pour les faire venir au rendez-vous d'un seul homme, les auteurs de l'expérience ne l'évoquent pas, mais je pense que ça aurait été plus compliqué à mettre en place. À moins d'être Francisco Lachowski, ce scénario n'est qu'un doux rêve. Natasha Aponte n'est pourtant pas spéciale et ne possède visiblement pas de particularité remarquable, justifiant une valeur particulière. Cependant, elle a quand même pu instaurer ce genre de compétition. En effet, la plupart des utilisateurs de Tinder sont des hommes, et un homme a 25 fois moins de chances qu'une femme d'avoir un match. Les statistiques sont en faveur des femmes. Les hommes sont beaucoup plus demandeurs d'une relation que les femmes, ce qui explique cette disparité. Les femmes ont le rapport de force. Il est déjà suffisamment difficile pour un homme de match avec une femme de faire en sorte qu'elle réponde, qu'elle accepte un rendez-vous et qu'elle vienne, alors en convoquer des centaines en même temps, puis leur faire passer des épreuves en compétition, ça paraît impossible. Pourquoi une femme ferait des épreuves de ce genre quand elles peuvent sans problème trouver un autre partenaire dans leur? Le fait est qu'il y aura toujours des hommes pour répondre à l'offre d'une femme, quelle que soit sa valeur sexuelle. En même temps, les femmes peuvent imposer des exigences et des standards, sans pour autant craindre de manquer de prétendants. À la fin, c'est la femme qui décide si l'homme a droit à un rendez-vous, et non l'inverse. La plupart des hommes devront se contenter de ce qui leur est accordé. C'est la femelle, et non le mâle, qui détermine toutes les conditions de la famille animale. Lorsque la femelle ne peut tirer aucun avantage d'une association avec le mâle, cette association n'a pas lieu. Loi de Briffaut. Si autant d'hommes se sont fait piéger par Natasha, c'est parce qu'ils ne peuvent qu'accepter la proposition qui leur est faite. Ils n'ont pas d'autres options. Ils devront ensuite se contraindre aux règles imposées par le jeu pour espérer atteindre leur objectif. Quant à elle, il lui a suffi de sélectionner tous les hommes qu'elle croise pour les piéger. Du fait de ce déséquilibre, les femmes n'ont qu'à sélectionner les hommes qui leur plaisent le plus parmi toutes les propositions. Natasha disait « Ce n'est pas parce que quelqu'un ne coche pas toutes les cases qu'il n'est pas attractif, c'est absurde, non, de juger les gens sur des choses aussi futiles qu'un pantalon kaki, même si les créateurs veulent souligner l'absurdité des exigences que peuvent exprimer les gens sur les sites de rencontres, ils visent à côté. Les hommes ne sont pas parfaits dans leur comportement, mais dans ce cas de figure, ils ne sont clairement pas les plus impliqués. Quand on sait que 80% des hommes sont jugés comme ayant un physique en dessous de la moyenne selon les femmes, on comprend bien que ce que l'on considère comme des exigences absurdes sont essentiellement mises en place par des femmes. Les hommes sont hypogames et présentent donc une sélection beaucoup moins restrictive que les femmes en général. Ils veulent attribuer à tous les membres du marché des rencontres la responsabilité d'un comportement asocial, alors que ce comportement décrit est essentiellement unilatéral. Il y a cette idée que nous devrions tous faire un effort commun pour améliorer la situation globale des rencontres entre les hommes et les femmes. Ils n'évoquent pas cette question asymétrique des relations et ne le feront jamais. Rob Bliss surenchérit avec un « nous devons juste essayer de commencer une vraie conversation » avec un nounou très vague qui vise tout le monde et personne à la fois. Il aurait été intéressant de soulever cette inégalité, mais ils ne l'ont pas fait. Ils suivent la logique du mouvement colibri, selon laquelle chacun doit faire sa part. Sauf que certains, ou plutôt certaines, sont plus impliqués que d'autres dans ce phénomène qui est décrit par l'expérience. Mais les femmes ont tout intérêt à agir ainsi. Pourquoi se coltiner un pauvre mec, un moyen, un moche, ou le premier venu quand elles pourraient avoir le top sans grande difficulté? Le seul obstacle sera de faire la sélection parmi les prétendants. Le jeu est à son avantage, et il est logique qu'elle en profite. Il n'est pas dans son intérêt d'agir autrement. Les femmes sont sélectives, en partie parce qu'elles le peuvent. Le mec lambda se bat éternellement avec les autres hommes pour attirer l'attention. Une femme qui voudra bien d'eux. Il devra continuellement commencer la conversation, essayer de la relancer, de faire rire et de l'intéresser. Il faut paraître original et charmant en un minimum de temps, tout en sachant que l'attention de la prétendante est en permanence sollicitée pour d'autres hommes qui jouent exactement au même jeu. Il est en permanence en compétition, et chaque homme sait qu'il y aura une forte concurrence derrière une fille qu'il convoite. Cela demande une grande quantité d'efforts et de temps. Pourtant, il n'est pas à l'abri d'un pas de travers qui rompt la relation immédiatement, ou d'un ghost qui nécessite donc de tout recommencer à zéro avec une autre fille. Ces hommes n'existent tout simplement pas aux yeux des femmes. De cette manière, une femme peut se constituer une sorte de harem masculin d'hommes disposés à répondre à leurs besoins d'attention. Cette jolie jeune femme a beaucoup de prétendants, notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai plus d'une centaine qui écrivent régulièrement « Oh, t'es magnifique et ta robe est trop belle, j'adore, ça te va super bien ». Il n'est pas rare pour une femme de garder un ou plusieurs hommes sous sa coupe, dans le cas où elle voudrait un plan B à leur relation actuelle, ou pour booster leur ego quand elles se sentent dévaluées.
Même si cet homme redouble d'efforts pour susciter l'intérêt d'une femme de l'autre côté de l'écran, elle ne peut avoir que pour seul intérêt d'être divertie et de passer le temps, sans aucune optique différente. C'est vrai qu'une personne qui essaye de faire rire, qui lance la conversation, qui s'intéresse à vous, c'est toujours une bonne manière de tromper l'ennui. Et Tinder propose exactement ce scénario aux femmes. Si elles n'ont pas d'intérêt relationnel ou amoureuse, elles peuvent très bien faire passer le temps et remonter leur ego au prix du temps et des efforts d'hommes qui espèrent un jour avoir une relation. Le mec lambda est jetable. Il n'est qu'un moyen et ne sera vu que comme une fin, qu'en dernier recours. Malgré tout cet effort, il ne sera qu'un fantôme pour les femmes. C'est un rappel au concept assez connu de male disposability que l'on pourrait traduire par caractère jetable de l'homme. Il s'agit du caractère général que l'on traite les hommes comme un moyen, comme une source d'approvisionnement pour les femmes et la société en général, à un point tel que cela cause un préjudice massif envers les hommes. Ils n'auraient pas le droit ni la possibilité de se plaindre d'une telle situation. Ils seraient responsables de leur capital sexuel et devraient en conséquence accepter les règles du jeu. On admet régulièrement dans les médias que les incels considèrent trop souvent avoir un droit au sexe et de pouvoir revendiquer une partenaire, mais dans l'étude concrète des choses, nous pouvons remarquer que l'objectification du sexe opposé est ici inversée. L'homme lambda sur Tinder n'est qu'un outil de divertissement, qu'un moyen de se distraire, en occultant les conséquences d'un tel traitement. Même si beaucoup d'hommes feraient mieux de passer à autre chose, l'absence constante d'intérêt féminin envers eux fait qu'ils ne peuvent en trouver que dans cette interaction stérile, dans un monde où des gens cherchent continuellement à tromper l'ennui d'une manière ou d'une autre, se faire divertir par des hommes qui essayent de susciter de l'intérêt dans l'espoir de décrocher un rendez-vous et de se démarquer de la concurrence est une nouvelle manière de se distraire. Dans cette expérience, certains des hommes se sont fait recaler sans considération, résultant en une frustration certaine. Même pas un sourire, une accolade, ni même un regard. Il n'existe pas pour elles, alors que pour eux, ce rendez-vous était peut-être le seul depuis des mois, un espoir dans leur obscurité. Ils n'ont servi qu'à faire des jeux rigolos à regarder, mais bien moins drôles quand on est contraint par les règles du jeu d'y participer. Sur divers marchés des rencontres, c'est le scénario qui se passe. En sociologie, nous utilisons le terme de frustration relative. Relative, puisqu'elle intervient dans la différence de ce qu'une personne pense pouvoir désirer, et ce à quoi elle a accès réellement. Natacha laisse entendre à tous les hommes qu'ils peuvent raisonnablement la désirer et la courtiser, alors que ce n'est pas le cas. Et plus généralement, les pubs, les films et tout autre divertissement peuvent faire penser à un homme lambda qu'il peut accéder aux femmes qu'il désire. Le marketing et l'interface d'utilisation Tinder soutiennent ce message. Mais la réalité est bien différente, et ce décalage entraîne une dévaluation des rencontres intersexuelles, parce que ce n'est pas la conscience sexuelle qui détermine l'environnement sexuel, mais l'environnement sexuel qui détermine la conscience sexuelle. Un homme qui se sent utilisé pour des intérêts autres que ceux d'une relation intersexuelle finira par ne plus considérer que ce système cherche à maximiser son intérêt. En d'autres termes, pourquoi continuer à perdre son temps quand il n'y a aucun retour sur investissement? Rob Bliss disait « J'espère que cette vidéo fera réagir les gens, notamment sur le fait qu'une certaine empathie fait défaut dans le domaine des rencontres dans notre société actuelle. Et j'espère que cela nous apprendra à être moins méprisants les uns avec les autres. Ce n'est pas non plus le mépris ou la froideur des réseaux sociaux qui a été démontré à travers cette expérience, comme ont voulu le faire croire les instigateurs de l'expérience. Ce sont des phénomènes bien réels qui ont été mis en lumière, intrinsèques à la nature humaine. C'est l'expression la plus brute de nos stratégies d'accouplement. Ce n'est définitivement pas une simple prise de conscience qui pourra changer cela, et nous savons bien que le système néolibéral permet ce genre de phénomène, et l'encourage même. Il est toujours plus facile de rejeter la faute sur des phénomènes fantomatiques comme la froideur des gens ici, ou le patriarcat plus généralement, plutôt que de remettre en question les points fondamentaux de notre système de consommation, des relations intersexuelles et des différentes parties prenantes qui maintiennent ce système, motivés par la maximisation de leurs intérêts. En conclusion, cette expérience nous a mis en lumière plusieurs phénomènes dans le domaine des relations intersexuelles. Premièrement, c'est la dissemblance qu'il existe sur Tinder, puisque le fait est qu'il sera toujours plus simple pour une femme de trouver un partenaire que pour un homme. La libéralisation des marchés a contribué à creuser les inégalités sexuelles entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. En favorisant les acteurs les plus puissants, elle a souvent laissé les petits acteurs sur le carreau, consolidant ainsi la position dominante des hommes les plus désirés. Cette concentration du pouvoir sexuel a entraîné une disparité croissante entre les hommes, érodant ainsi le tissu social
et créant des tensions au sein des sociétés. Deuxièmement, cette course effrénée vers la compétitivité a conduit à une pression accrue sur les hommes, cherchant à maximiser leurs chances de trouver un partenaire dans un environnement concurrentiel. Cela a des conséquences néfastes sur les conditions de rencontre et la qualité de vie. Ensuite, c'est l'utilisation que l'on peut faire de cette misère sexuelle masculine pour se divertir, remonter son ego et pour s'en servir d'une manière ou d'une autre. Et enfin, c'est la frustration certaine qui découle de l'utilisation de tels moyens de rencontre. Le souci étant que les créateurs de l'expérience se sont contentés de réciter une morale convenue, sans prise de risque, qui remet la faute sur les actions globales de chacun, une conclusion bien libérale en somme. Il semblerait qu'il manque systématiquement certains points d'analyse dans ce genre d'observation à propos des moyens de rencontres actuels, et ces phénomènes ne sont pas près de s'atténuer, ils ne feront que s'accentuer. Il est nécessaire de rechercher des approches plus équilibrées qui favorisent les différentes stratégies sexuelles tout en préservant l'équité sociale, la durabilité des relations et la stabilité à long terme. Mais l'absence d'une analyse concrète des choses est une impasse. Aujourd'hui, le mariage n'est plus une norme, il n'est plus une garantie non plus. La chute des barrières liées aux rencontres a permis de créer un système dans lequel chacun pense pouvoir maximiser sa stratégie de reproduction librement. Le système précédent ne permettait pas grand-chose, mais fournissait une sécurité, tandis que le système actuel met en avant les libertés individuelles, mais ne garantit rien. Par conséquent, l'absence de sécurité et le désir d'avoir ce que l'on n'a pas, créé par la libéralisation du marché, engendre des phénomènes de paupérisation sexuelle et a permis à de nouvelles industries de se créer, l'industrie de la misère sexuelle. Nous étudierons ceci plus en profondeur dans une autre vidéo. Retenez juste que dans un monde où le jeu des amours se joue sur un pile, je gagne, face, tu perds, on comprend facilement que la situation ne peut définitivement pas avoir un impact positif sur nous.